Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. Mon invité aujourd'hui n'est pas inconnu de Radio Rivage. J'avais eu le plaisir et le bonheur de l'interviewer en novembre 2023. Il s'agit de Maud Bonanni, une actrice, j'ai envie de dire... Elle a beaucoup de talents autres, chanteuse, danseuse. Elle travaille pour le cinéma, pour le théâtre. Elle est bourrée d'énergie et en même temps, dans la dernière interview que nous avions fait avec elle, nous avions parlé aussi de son âme de tragédienne. Bonjour, chère Maud Bonanni. Bonjour, cher Daniel. Merci pour cette belle introduction, deuxième introduction. Eh bien, écoutez, vous êtes une actrice inspirante. Nous avons le plaisir d'avoir une interview de vous. Vous êtes de passage à Paris. Alors, parlez-nous de votre arrivée à Paris et puis aussi de votre spectacle The Incident, une pièce de théâtre que vous avez jouée dans un théâtre de Los Angeles. Et nous avons vu beaucoup de vidéos, de photos publiées sur votre page Facebook et sur les réseaux. Parlez à nos auditeurs de cette aventure théâtrale. Oui, alors je viens effectivement de jouer pendant un mois jusqu'à il y a 2 semaines, The Incident, oui. Mise en scène par Aramas Stepanian. C'est ma deuxième collaboration avec lui. J'avais fait La putain respectueuse de Jean-Paul Sartre il y a quelques années, oui. Toujours à Los Angeles. Oui. Là, nous avons joué dans un théâtre un peu plus grand, de 100 places, un très beau théâtre de 3 salles, en plein milieu du Atwater Village Theatre, qui se trouve pas loin du signe d'Hollywood, pas loin de Los Feliz. Et c'était une pièce que j'ai adoré jouer, parce qu'en fait, c'est un drame, mais depuis la première, depuis que nous avons eu un premier public, depuis l'avant-première, on s'est rendu compte qu'elle pouvait faire beaucoup rire aussi. Et ça, c'est génial. Quand on fait quelque chose de très dramatique, mais on se rend compte que par la façon dont on joue, c'est pas forcément écrit, mais c'est toutes ces couches que les personnages peuvent avoir, les contradictions que les personnages peuvent avoir avec eux-mêmes, et le clash que ça fait avec les autres personnages qui sont aux antipodes de ce qu'on est. Le public rit intensément et ça c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur parce que mon personnage était très décadent. Je joue le rôle d'une maîtresse d'un oligarque arménien et on tombe littéralement, notre voiture tombe dans le mur, on a un accident contre le mur d'une maison d'un couple de paysans qui sont l'opposé de ce que notre couple est, moi et l'oligarque, enfin mon personnage qui s'appelle Lily. Et ce personnage, mon personnage Lily, et j'ai adoré le jouer parce que il est très décadent. Mon oligarque, mon compagnon oligarque arménien est grotesque. Moi, mon personnage est très décadent, mais il y a une tristesse en elle très profonde et très 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 évidente et j'adore toucher dans ces éléments-là de la comédie humaine, en fait, de ce que nous sommes les êtres humains. J'aime beaucoup commencer par la tristesse d'un personnage, son drame existentiel, en fait. On essaye tous un peu de s'extirper d'où on vient, d'un problème existentiel qu'on a, de ce qu'on représente, et on essaye tous un peu d'aller vers un meilleur de soi. Et dans ce personnage-là, c'est assez évident, et en même temps, elle le cache complètement parce qu'elle joue à l'extérieur, elle joue le contraire de ça. Elle veut montrer que tout va bien, qu'elle a une vie merveilleuse, mais en fait, elle est à 2 doigts de se suicider, peut-être. Ce n'est marqué nulle part, mais j'adore réfléchir à tout ça. Et donc, voilà, la lecture de la pièce m'a donné ça sur un plateau d'or. Et après,
avec la situation de la pièce, parce qu'on essaye d'avoir un rapport avec ce couple de paysans qui sont vraiment l'opposé de notre couple, hein, et on essaye de les corrompre, on essaye de jouer avec eux, on essaye vraiment, on les manipule à fond. Et ça a donné le comique, mais on le savait pas forcément, voilà. Voilà, et donc j'ai adoré jouer cette pièce de théâtre. Oui, alors faire coexister, Maud, le rire et la tragédie, c'est aussi d'une manière pour vous de ne pas choisir entre les deux. Tout à fait, de ne pas choisir. Vous avez raison de dire ça. Parfois il le faut parce que parfois, je pense surtout au cinéma. Au cinéma, on est beaucoup plus contrôlé par comment dire, le public n'est pas là. Oui. Hein, même si on est entouré de 50 personnes autour de vous, c'est l'équipe. Les personnes vous regardent vraiment. On s'en fout un peu on peut être ému. Parfois, les techniciens peuvent être émus, mais ça dure quelques secondes. Il n'y a pas de public au cinéma au cinéma, à la télé, devant une caméra. Le seul public qu'on ait vraiment, c'est le réalisateur, la réalisatrice. Et souvent, eux mènent vraiment, c'est plus des chefs d'orchestre qui imposent la chose. Mais quand on est au théâtre, il y a bien sûr ce chef d'orchestre qui impose le ton, mais il y a un élément en plus dont le metteur en scène n'est pas du tout en contrôle, c'est le public qui arrive. Et là, si on entend des rires qui commencent, et des rires qui sont légitimes, hein, pas des rires parce qu'on fait n'importe quoi, pas des rires. Et là, on ne peut qu'aller avec eux. Et le risque, c'est parfois d'en faire trop. Et voilà, il faut toujours, j'essaye toujours que quand on commence à faire rire le public, faut pas non plus tomber dans l'artificiel et le trop. Juste pour faire rire, il faut rester, voilà, si c'est une pièce quand même dramatique à la base, il faut respecter ça avant tout. Mais il y a ce fait qu'il y a un public qui arrive et qui mène un peu le jeu avec nous. Et ça, j'adore sentir ça. Oui, c'est pour ça que je fais du théâtre aussi, parce que c'est, comme je vous l'avais dit dans l'interview précédente, c'est magique, c'est une énergie qui s'échange. Oui. Ouais. Il y a une interaction. Et qu'on n'a pas du tout devant une caméra. On l'a, mais c'est pas du tout la même chose. Ils sont pas là pour là. Ils sont pas là pour ça, en fait. L'équipe est là. Chacun est bien concentré sur son propre travail, qui est très important, crucial et précis. Donc, on fait un travail ensemble, mais on n'est plus seul devant la caméra qu'au théâtre. On est plus isolé, bien sûr. Voilà. Alors, vous nous aviez parlé lors de notre dernière interview, je trouvais ça très très intéressant, notamment pour les jeunes auditeurs qui veulent en fait faire ce métier d'acteur ou d'actrice. Vous savez, de votre relation au casting, vous nous disiez que voilà, c'est bon, beaucoup d'acteurs l'appréhendent, le prennent parfois aussi comme entre guillemets une corvée, c'est-à-dire que ça peut être très douloureux. Et vous nous disiez, écoutez, j'ai appris finalement à me l'approprier ce casting et finalement en faire une sorte de jeu. Et vous nous aviez parlé également d'un studio que vous aviez créé chez vous pour pouvoir justement, suite au Covid, envoyer des vidéos pour auditionner pour des rôles. Est-ce que vous pourriez nous en parler de cette aventure des castings? Est-ce qu'on se découvre? Est-ce qu'on apprend sur soi? Comment vous le vivez à nouveau? Oui, en fait, c'est des castings chez soi, donc on est obligé de se regarder. Déjà, c'était la grande nouvelle, dans les années 80, 90, on faisait des castings sur place et on les revoyait jamais. Jusqu'au jour où il y a eu une entreprise qui faisait des castings à Los Angeles, donc c'est un lieu où on allait faire des castings, et qui proposait aussi de vendre les castings qu'on venait de faire aux acteurs. Donc ça, c'était une grande nouveauté. Donc on pouvait pour justement se regarder et s'auto-critiquer et voir ce qu'on n'aimait pas et pour s'améliorer. Et je l'ai jamais fait en fait, parce que je me dis non, j'ai pas envie de me voir. J'ai surtout pas envie de me voir parce qu'après je deviens parano. Après normalement, on avait cette habitude avant les self-tapes, les castings qu'on fait soi-même à la maison. On avait l'habitude, entre acteurs, de se dire « ouais, j'ai fait un casting, mais 2 minutes plus tard, je sors de la prod de casting et j'y pense plus. » Surtout, faut pas y penser. Et en fait, le fait de les faire chez soi,
déjà, ça nous oblige à les regarder parce qu'on fait plusieurs prises Mhm. et ils savent qu'on a le temps d'en faire plusieurs, donc ils exigent de nous le meilleur. Donc c'est déjà très différent. Il faut faire plusieurs Oui. prises et souvent, voilà, ils savent on va se regarder, qu'on a le temps, on a des heures si on veut, on n'a pas que 5 minutes. Et donc ça sous-entend que on va quand même choisir la meilleure prise. Donc ça implique qu'on doit se regarder. On va pas demander à quelqu'un d'autre de regarder. Et donc du coup, c'est une nouvelle formule, c'est une nouvelle façon d'aborder, de s'aborder soi-même en casting. Et au départ, on déteste ça parce que les lumières sont pas comme enfin bref, vous pouvez imaginer, c'est pas un film, donc le son n'est pas au top, les lumières sont pas au top. Donc on apprend à peaufiner tout ça techniquement autour de nous si on le veut, mais on n'est pas obligé. Si on est des maniaques de l'esthétique, donc ça ça nous fait faire plein de travaux à côté et le maquillage et la Et le coiffure. maquillage, Bon. oui. Et surtout la lumière est très importante et c'est pas évident de le faire chez soi, donc on commence à acheter les meilleures lumières, des fonds différents, de couleurs différentes, suivant ce qu'on porte, parce que ça voilà c'est plein de trucs techniques qu'on ajoute à notre premier travail d'acteur. Et au début, ça nous barbe. Au début, on est en colère, on dit mais pourquoi on va faire tout ça, mais Oui. ils se foutent de notre gueule. Attends, on n'est pas une maison de prod. Et puis en fait, on accepte parce que c'est comme ça maintenant. Même des castings de ville en ville, on vous demande souvent de faire un premier self-tape à la maison. Mhm. Et puis après, avec ma vie internationale, je suis obligée parce que parfois on me demande. Je suis en relation avec des directeurs de casting sur Paris lorsque je suis à Los Angeles et je suis obligée d'envoyer un self-tape. Donc, Oui, il n'y a oui. même pas le choix de se déplacer, voilà. Et on apprend à voir les bénéfices de tout ça, en fait. C'est vrai que on apprend à s'accepter. Bon, c'est comme une espèce et voilà, il faut trouver l'équilibre entre la perfection de ce qu'on veut proposer au directeur de casting. Et à lâcher prise parce qu'au bout d'un moment Oui. on peut en faire 500 de prises, on peut pas passer une journée à faire un casting, c'est pas possible. Et on apprend aussi que souvent la meilleure prise c'est la meilleure et la première en fait. Donc c'est très intéressant tout ça, on apprend beaucoup sur la spontanéité, le trop faire, ça nous apprend beaucoup de choses. Oui, le trop faire, donc après, tellement on en fait qu'on revient à la règle première que moins on réfléchit, mieux c'est. Et c'est la préparation qui est très importante. Oui, oui. Mais une fois qu'on joue, voilà, c'est tout ce qui est en amont, avant de tourner. Faut se préparer quand même, faut savoir ce qu'on fait. Et puis une fois qu'on tourne, faut plus trop réfléchir. Et parfois, à force de faire des castings, de taper, on réfléchit trop. Et donc, on apprend tout ça, on apprend vraiment, c'est très intéressant, c'est passionnant et maintenant, j'adore, oui, effectivement. Maintenant, vous adorez. J'adore faire ça. Oui. Parce que c'est vraiment la matière, quoi. On vous fait travailler, on vous oblige à vraiment bosser, ouais. D'accord. Et alors, le fait de se dévisager, de s'envisager aussi sur le plan physique, esthétique, est-ce que ça change le fait de votre rapport au jeu d'actrice? Est-ce que le fait d'avoir une vision plus précise de votre visage, de votre corps, qu'est-ce qui vous va le mieux, de votre diction, est-ce que quand vous jouez une scène, au cinéma ou au théâtre, est-ce que vous visualisez par séquence de vos castings, vous dites voilà, si je me place comme ça, est-ce que ça vous aide à jouer? Vous savez, en fait, oui, avec la caméra, alors au théâtre, il y a le public et avec la caméra, il y a la caméra. C'est-à-dire, c'est comme oui, ça comment dire, le fait de se revoir et d'essayer de mieux faire, vous voulez dire. Oui, Est-ce voilà, que c'est ça ça. m'aide à mieux jouer. Je ne sais pas si ça m'aide à mieux jouer, mais ça m'aide en tout cas à jouer différemment, vous voyez, d'avoir plus conscience de certains entre guillemets tics d'acteurs. Vous savez, certains acteurs disent voilà, j'ai trop de tics, je devrais. Oui, vous voyez. Oui. Personnellement, je suis très autocritique surtout, et mais moi j'adore, c'est-à-dire que j'adore voir comment je peux m'améliorer. Alors, je ne sais pas si j'ai raison de mes propres critiques, mais en tout cas, j'adore. Ça me gêne pas du tout de voir là où je peux mieux faire. Ça ne veut pas dire que j'ai mal fait forcément, mais à chaque fois que je me vois,
même dans des films qui sont finis, que je ne peux plus changer, hein, c'est pas comme en casting, et ben j'ai un plaisir à me dire tiens, je peux m'améliorer, je suis obsédée par m'améliorer. Alors peut-être que je me trompe dans ma propre petite, encore une fois, mais ça me donne beaucoup de plaisir. C'est-à-dire je me regarde vraiment, je m'objectivise moi-même. Oui, oui. Je me vois même plus comme moi-même quand je vois mon travail. C'est presque comme quelqu'un d'autre et je me vois comme un objet. J'adore ça. Je souffre pas du tout même quand je vois mes erreurs, ça me passionne, ça m'excite. Je me dis, purée, la prochaine fois, je peux faire ceci, je peux faire ça, je peux m'améliorer. Et personnellement, avec le jeu de la caméra, j'adore voir comment, avec le temps qui passe, de casting en casting, de projet en projet, je peux surtout épurer parce que je pense que le secret devant une caméra, la caméra, elle voit tout. Et il y a un truc très intéressant, une caméra, pourquoi on fait du cinéma, pourquoi on met une caméra devant vous, avec du talent derrière, avec des yeux qui savent vous regarder, parce que la plupart du temps, la caméra capte ce qu'on ne voit pas dans la vie. Mm-hmm. Et nous, les acteurs, parfois, on ne se rend pas assez compte de ça. C'est très puissant, en fait. Donc, j'apprends à connaître qu'est-ce que ça veut dire d'être devant une caméra. Et parfois, on a tendance à en faire un peu trop, personnellement. Et ça, j'adore. Ça me rappelle toujours de me voir, de faire ces castings à la maison. Ça me rappelle la puissance de la caméra, en fait. Mm-hmm. Et c'est vraiment un personnage qui vous analyse et qui vous montre des trucs qu'on ne soupçonne pas soi-même. Mm-hmm. Donc oui, ça, je pense, j'espère que ça m'aide à m'améliorer. Mm-hmm. Que je suis pas en train de devenir folle, mais alors ça me passionne. C'est toujours très intéressant. Alors. Ouais. On parle du jeu, Maud Bonanni, et puis on va parler, en fait, on y arrive tout naturellement à votre expression corporelle sur scène et aussi au cinéma. Parce que ce qui frappe quand on vous redécouvre, c'est votre vitalité physique, et comme si finalement vous y ajoutiez que pour vous ça compte d'exister physiquement. Je m'explique. C'est-à-dire on vous voit comme évoluer comme une danseuse, vous aimez ça, on sent qu'il y a une présence physique, pour vous ça compte, et que vous ajoutez peut-être cette expression corporelle qui n'est pas forcément au départ peut-être prévue, soit dans le scénario, soit dans la pièce, mais que pour vous ça compte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est primordial. Déjà, comment dire, qu'est-ce que j'en pense ? Oui, non, c'est juste ce que vous venez de dire. Oui, vous êtes d'accord avec ça ? Je pense que, c'est-à-dire que on est là pour exprimer des choses. Et par exemple, dans cette pièce de théâtre, The Incident, il y avait beaucoup de moments où je ne parlais pas, mais j'étais beaucoup sur scène. Mm-hmm. Dans ces moments, j'étais de longs moments où les autres parlaient. Et je suis très soucieuse de toujours exprimer quelque chose. Voilà. C'est ça. Donc on le fait, on peut pas le faire avec les mots, mais on le fait avec tout son corps. Donc n'importe quel geste, n'importe quel mouvement, n'importe quel je sais pas, je suis soucieuse que le public sache chaque seconde ce que le personnage pense, comment il peut se sentir. Et oui, ce souci, par conséquent, me porte apparemment à être très expressive physiquement, des pieds à la tête. Mais c'est pas quelque chose que je décide. C'est vraiment une conséquence de mon souci d'être constamment expressive. Voilà. Et même, voilà. Alors, c'est très intéressant parce que parfois, on peut le faire dans l'immobilité. Être expressif corporellement ne veut pas forcément dire dans le mouvement. Oui, oui, oui. Mais pour moi, c'est très important que, à partir du moment où on se montre, on montre de la vie, et on a cette responsabilité-là en tant qu'acteur de tout notre corps, tout ce que la caméra prend, que ce soit votre épaule, même de dos. Pour moi, c'est très. Je suis fascinée par les acteurs qui nous montrent toujours un petit quelque chose de ce que, même une épaule de dos. Pour moi, elle doit être expressive. Et très souvent, on nous le demande pas, mais on voit qu'il y a des acteurs qui l'imaginent
qui pense à ça tout seul et ça j'adore. Oui, oui, c'est assez. Oui, oui. Je pense notamment à Lino Ventura qui aimait beaucoup lui être filmé de dos, notamment dans les films comme Le Silencieux où il disait que c'était les plans qu'il préférait parce qu'à travers le dos et la nuque, il exprimait notamment son personnage d'espion là qui est très riche. Et effectivement, il y a des acteurs qui se servent de leur corps pour bien sûr. Toujours, mais de manière plus apparente que certains. Vous, en plus, Maud Bonanni, vous dansez. Oui, j'ai beaucoup dansé dans ma vie. Oui. Et vous dansez toujours, puisque quand on voit certaines de vos vidéos, notamment aussi les présentations de certaines expositions, je pense notamment à Thierry Lefort, artiste peintre que nous saluons, vous avez une gestuelle et vous bondissez devant la caméra et on sent que vous êtes très, très, très joyeuse de le faire. Danser. Pardon, on sent que vous êtes très joyeuse de danser. Pour vous, c'est important. Très joyeuse de danser. Oui, vous aimez la danse. Oui, j'aime l'harmonie. J'aime l'harmonie corporelle. Alors, voilà. Je sais pas, j'aime bien que chaque geste soit harmonieux, gracieux, léger. Je pense que c'est important. J'aime même sentir une certaine musicalité en moi, musicalité un rythme. Un rythme. Oui, il y a plusieurs éléments. On n'est pas qu'un corps, on est un corps lié à une musique qu'on entend, un rythme, quelque chose d'harmonieux en tout cas. D'harmonieux. Oui. Ben, je pense que c'est dû au fait que quand on a fait beaucoup de danse, j'ai pris beaucoup de cours de danse dans ma vie. On a ça en soi en fait. Ça fait partie, heureusement. Donc j'ai gardé ça peut-être de la danse. En tout cas, c'est effectivement c'est-à-dire une harmonie. C'est pas une dissociation. Tout est lié. Oui, vous l'intégrez. Oui, effectivement. Quand nous avons préparé cette interview, Maud Bonanni, je le dis pour nos auditeurs de Radio Rivage, vous m'avez parlé d'un projet d'écriture d'une pièce sur la romancière américaine Djuna Barnes, qui est pas seulement romancière, qui est aussi reporter, journaliste, illustratrice. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce personnage extraordinaire? Oui. Tout à fait. Alors, ce qui m'intéresse, ce qui m'a beaucoup touchée chez cette femme, c'est sa polyvalence, sa vie. Elle a grandi dans une news puritaine et libertaire à New York, et elle a eu une vie saccadée. C'était une francophile qui est venue vivre à Paris aussi. Elle a côtoyé les plus grands écrivains, et elle faisait partie du mouvement moderniste, et elle a eu une vie très 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 intéressante. Et la deuxième partie de sa vie, elle était très déprimée, et elle s'est renfermée à New York au Greenwich Village où elle est décédée. Et elle a eu une longue liaison avec Thelma Wood, la sculptrice. Oui. Elle habitait dans le 6e arrondissement pendant une dizaine d'années. Et elle a écrit une pièce qui s'appelle L'Antiphon, que Daniel Mesguich avait mis en scène à la Comédie Française. Et je vais vous lire un petit extrait d'Antoine Vitesse. Oui, avec plaisir. Et expliquer pourquoi il était intéressé. Djuna Barnes, enfin, voilà le plus important, la poétesse elle-même, qui par cette première œuvre jouée ici, devrait être introduite comme un auteur majeur de la langue anglaise en notre siècle. Ce fut d'abord l'enchantement, oui, je n'emploie jamais ce mot, l'ensorcellement d'un style. Depuis longtemps, je n'avais pas lu un texte français si beau, bouleversant et cadencé, avec ses retombées inattendues, ses moments de prose plate ou d'interrogation obtuse qui datent, dans la littérature française, du célèbre ou Charleroi de Verlaine. Donc ça, c'est une petite introduction d'Antoine Vitesse. Oui. Elle a écrit l'Antiphon, une pièce de théâtre majeure, qui
qui a été joué pour la première fois en France en 1990. Eh bien. Il n'y a pas très longtemps. Mais non, il n'y a pas très à la longtemps. Comédie Française. Et c'est une femme qui a vécu plein de vies. Elle a eu un père qui était beaucoup dans l'occulte. Elle n'a jamais eu d'éducation institutionnelle. Elle n'est jamais allée à l'école. Elle avait une mère violoniste. Un père qui était dans un polygame de conviction et un libertaire et il était fantasque. Et en même temps, elle est une autodidacte parce qu'elle est quand même devenue écrivaine et journaliste. Oui. Et voilà, elle a eu cette vie entre New York et Paris. Et je me reconnais en elle par rapport à cette double culture. Et elle m'a donné envie de parler d'elle. Et j'aimais beaucoup aussi comment elle s'habille. C'est vraiment quelqu'un d'atypique et d'unique au monde. Enfin, je suis très attirée par les gens qui n'ont pas suivi un cursus formel, voilà, éducatif formel, comme cette dame. Et puis je me suis un peu passionnée d'elle. Je regardais des photos d'elle et je me suis dit tiens, j'adorerais déjà. Vous savez, on a envie de parler d'un personnage pour plusieurs raisons. Oui. Et toutes celles que je viens de citer. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que j'aime bien comment elle s'habillait. Et je me suis dit tiens, ça peut faire quelque chose de visuellement théâtralement très intéressant et beau. Voilà. Alors décrivez à nos auditeurs. Je vais écrire un monologue sur cette femme. Alors décrivez, Maud, à nos auditeurs comment Djuna Barnes est habillée. Moi j'ai vu quelques photos effectivement. Oui, elle apporte souvent les photos, elles datent des années 30. Oui. Alors c'est un mélange entre un maquillage très féminin, beaucoup de rouge à lèvres, et des vestes un peu d'hommes, avec des grandes chemises ouvertes, avec des gros cols, et des chapeaux très petits, vous savez, presque comme des foulards, mais c'est des chapeaux qui encerclent bien sa tête. Oui. Pas forcément à la mode, un truc à elle, avec des boucles d'oreilles. C'est un mélange de masculin et de féminin que j'aime bien aussi. Une femme libre. Et surtout, pas passe-partout, quoi. C'est spécial, oui. Oui, quelque chose de très travaillé, une femme libre et qui est, qui est dans plusieurs entre guillemets cases, hein, pas d'étiquette, ouverte à tout, quand on parle de créativité. Donc ça vous plaît, Maud Bonanni, de pas être enfermée. Ah, j'adore. Oui. tout à fait. Quand on ose écouter personne et suivre ses envies. En fait, de sortir du cadre, Maud Bonanni, c'est ça aussi pour vous, sortir du cadre. Oui, bien sûr, parce que sinon, il y aurait pas d'art important, hein. C'est clair. Tout ce qui a une valeur artistique sort forcément d'un cadre. Ne pas être conformiste, c'est-à-dire vraiment aller au... Ouais. Alors c'est vrai que ce projet d'écriture d'une pièce, c'est quand même un travail, sur le long terme, qui est chronophage, qui est aussi passionnant et qui vous permet aussi de voyager, c'est-à-dire vous êtes entre Los Angeles, Paris, vous pouvez aussi être très inspiré par les sons, les sonorités des villes que vous traversez. Oui, j'aime j'aime la polyvalence, l'importance de la polyvalence dans ma vie. Oui. Je ne veux surtout pas moi-même. Souvent, on me demande, quand on me rencontre, tu es une actrice de théâtre ou de quoi exactement? Je fais quoi? De cinéma, de théâtre? Je dis non, je suis une actrice avant tout. Avant tout. Bien sûr, je viens du théâtre, mais ce que j'adore, c'est en ce moment, je fais des films. J'ai tourné cette année dans des séries télévisées, qui en fait ont un format vertical. Alors c'est un exemple que je vous donne pour vous dire à quel point j'adore apprendre des jeunes et être catapultée dans des situations que je ne connaissais pas du tout avant, et j'adore apprendre. J'adore être en contact avec les jeunes. Donc, dernièrement, j'ai tourné des séries télé qui s'appellent, c'est pour des applications, en fait. Et ils appellent ça short form film. Des films verticaux, en fait, qui sont tournés avec une caméra qui filme en vertical. Donc, on est un peu rétréci sur les côtés. Et c'est des gens qui ont entre 20 et 30 ans, donc plus jeunes que moi,
et qui m'apporte une façon, je découvre une façon de tourner des films un peu nouvelle. Et j'adore ça. J'adore faire du racine. Si on fait du racine de façon traditionnelle, je viens ici en France, on propose un racine par exemple, et on le fait un peu de façon traditionnelle, sans trop de nouveautés. J'adore ça aussi. Et en même temps, j'adore tout ce qui est nouveauté. Et j'adore être en contact avec les jeunes, surtout à Los Angeles. C'est une nouvelle forme de tournage, de faire des films. Et voilà, j'adore savoir que je peux m'adapter rapidement sans juger si c'est bien ou mal, parce qu'un acteur n'est pas là pour juger si c'est bien ou mal au départ. On verra ça plus tard. Et j'aime bien ce pouvoir de la polyvalence, de pouvoir tout d'un coup être dans une situation complètement nouvelle, et voilà, et d'être avec une équipe qui vous apprend des choses. En fait, j'adore ça. Oui. Donc en fait, vous êtes ouverte beaucoup au projet, aux différents supports, et que pour vous, l'important, c'est de jouer. Exactement. Alors bien sûr, c'est un peu différent. Bien sûr, on va vous dire, mais tu fais du théâtre ou non, mais c'est forcément, je ne peux pas jouer pareil déjà d'un projet à l'autre, même si c'est au cinéma. Il faut savoir avec qui on a affaire, surtout qu'est-ce que la personne qui vous dirige, son but, et se synthétiser sur s'accorder sur ça en fait. Et après. Bien sûr, on redimensionne. C'est un jeu différent de projet en projet, du théâtre à la caméra, bien sûr. Mais l'envie première, c'est de raconter des histoires avec son visage, son corps et sa voix. Point final. Oui, un instrument. Voilà, je suis une actrice, donc mon instrument, c'est moi. J'essaye de le comprendre et d'avoir le courage de le voir passer du temps, de le voir grandir, de le voir mûrir. Des fois, on n'a pas envie de se voir. Le drame de l'acteur, c'est qu'on n'a pas envie de se voir changer physiquement. Et heureusement, moi, j'ai une grande liberté avec ça. J'ai pas trop de problèmes. Il faut savoir se voir en tant qu'acteur et puis oublier comment on se voit dans la vie soi-même. Pour moi, c'est deux choses différentes. J'essaye, sinon on devient un fou. On essaye de séparer comment on se voit dans la vie et puis comment on se voit en tant qu'acteur, parce que encore une fois, si je ne m'objective pas moi-même, je vais être trop parano. Voilà, moi je suis une matière. On fait ce qu'on veut avec, je fais ce que je veux avec, j'essaie d'être le plus libre possible, et sinon on s'en sort pas. Surtout, je suis quelqu'un de très, disons, j'ai pas peur du temps qui passe, si vous voulez. Oui, vous donc, avez, voilà. Au contraire, tout ce qui est, tout ce qu'on perd n'étant plus très jeune, physiquement, pour moi, c'est un outil en or, parce que ça raconte, ça peut être très expressif. Donc j'y tiens. Je tiens à avoir les marques du temps qui passe sur mon visage, parce que c'est indispensable pour exprimer certaines choses. Donc mon but aussi, c'est de dire, on a besoin de ça. On fait pas du cinéma que pour on a vraiment besoin de ça. Il faut pas avoir peur de le voir, de le regarder. Donc j'espère faire partie d'un nouveau mouvement d'acteurs qui sont là pour dire, on n'est pas que beau, ou c'est magnifique de voir la beauté, mais je suis là pour, j'aimerais bien être dans un mouvement qui dit, on est là pour vraiment qu'on se sente tous plus liés, qu'on se prenne tous par la main et qu'on dise, on est une humanité et on vous raconte des choses, quoi. Donc oui, tout à fait. On est dans le métier du raconter des histoires et de dire aux gens qu'on est là pour qu'on se sente moins seul, en fait.
Alors, ça rejoint beaucoup ce que Jane Fonda vient de dire au Festival de Cannes sur son rapport au temps, au physique, au jeu. Et c'est pas un hasard non plus, parce qu'elle a beaucoup dansé, elle a beaucoup fait de gymnastique et de danse rythmique. Et c'est aussi quelque chose qui est très lié aussi à l'appropriation de son corps. Donc c'est très très intéressant, effectivement, il y a beaucoup d'actrices qui viennent dire ça. C'est-à-dire on n'est pas des images figées, il faut pas qu'on soit piégé non plus par ça, c'est pas que ça le cinéma, c'est pas l'image, il faut aussi que c'est du corps, de la chair, les marques du temps, et qui font vivre aussi les personnages et qui rendent crédibles. Oui, tout à fait. Alors, lors de notre dernière interview, Maud Bonanni, en carte blanche, vous nous aviez parlé pour vous de l'importance de la liberté. Donc, vous l'incarnez réellement. Et pour cette nouvelle interview, chère Maud Bonanni, quelle serait votre carte blanche en mai 2024, comme le temps passe, pour nos auditeurs de Radio Rivage à mon micro aujourd'hui? Oui, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit, donc je vais essayer de... Mais vous pouvez nous le redire. En fait. Donc, la polyvalence. La polyvalence. Oui, et peut-être la polyvalence, c'est-à-dire de passer d'un projet à un autre, d'être toujours ouverte à des nouveautés, de pas m'enfermer dans une spécialité, mais d'en avoir plusieurs. Par contre, je suis assez obsessionnelle. Quand je commence à faire quelque chose, je le fais avec un souci de perfection presque. Donc la polyvalence, pas en superficialité, mais disons cette multitude que je sens en moi. Je dirais plutôt que j'ai l'impression d'être quelqu'un qui a, comme disait Walt Whitman, le poète américain, nous sommes faits de multitudes. Et mon nouveau mot d'ordre, peut-être dans ma vie, c'est de avoir confiance en chacune de ces multitudes que je peux en chacune de ces multiplicités plutôt, que je peux sortir de moi et me dire que ce n'est pas peut-être à la limite un handicap, parce quand on se sent démultiplié, quand on a l'impression qu'on est plusieurs choses, on a du mal à choisir, et que ça soit une force. Voilà. De ne pas avoir peur d'être plusieurs choses, de ne pas forcément répondre à des questions. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu es quoi comme genre d'artiste? Je suis plusieurs choses, et d'en faire mon étiquette. Et quand on est forcé d'avoir une étiquette quand on vend quelque chose, donc on se vend en tant qu'acteur, on se vend soi-même, on vend. Mais l'étiquette, ça serait l'étiquette de la multiplicité. Voilà. Oui, d'accord. Je refuse de me mettre, de dire je suis une chose. Je ne peux pas être une chose. Je suis plein de choses. Voilà. Je parle plein de langues. Je travaille dans différents pays et sous différents formats. Je passe du théâtre à la caméra et j'adore une autre chose. J'adore vivre à Los Angeles dans un isolement. Et ici, quand j'arrive à Paris ou à New York, j'adore les bains de foule. Et je suis un peu Marlowe, brandonienne. Lui, il adorait. Le pauvre, il devait se mettre dans une cabine téléphonique pour observer les gens. Il adorait faire ça. Mais ici à Paris, je me mets à une terrasse de café et j'observe les gens et j'adore ça. Et en même temps, quand je retourne à Los Angeles, il n'y a plus personne à observer parce qu'il n'y a pas de terrasse de café, il n'y a pas de gens dans les rues. Et j'adore ça en même temps. Donc, je me dis, je dois pas choisir. On me demande souvent, mais qu'est-ce que tu préfères? Mais je préfère rien. J'adore tout, moi. J'aime tout parce que avant tout, l'humanité, c'est mon matériau d'actrice. Hein. Donc, n'importe quelle situation, j'adore vivre avec rien et j'adore le luxe. Je m'adapte à tout. Et je me dis, mais en fait, c'est une force. Faut pas que j'en ai peur de ça. Je suis pas obligée de vivre d'une certaine façon, je ne suis pas obligée de préférer un pays à un autre, une façon de travailler à une autre.
Et voilà, donc la force de la polyvalence, c'est mon nouveau mot d'ordre. La force de la polyvalence est aussi accepter ses contradictions, qui pourraient être des contradictions pour certaines personnes. C'est très beau ce que vous venez de dire. J'adore, Daniel, j'adore. Accepter ses contradictions. Ça vous va très bien, je pense. Ouais. Voilà, Bonani, nous avons essayé de percer le mystère de votre, un des mystères de votre personnalité artistique. Et effectivement, voilà, accepter ces contradictions et aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire sans se préoccuper finalement du regard des autres, qui pourrait être d'ailleurs une provocation quand on est actrice. Oui, tout à fait. Je voulais dire à propos je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à parler. À propos du langage du corps, Alain Bali, un très grand photographe français qui vit à Los Angeles, a fait de très belles photos de la pièce de théâtre que je viens de jouer. Oui. Et à mon avis, ce sujet du corps comme moyen théâtral, alors qu'on n'est pas dans la danse, on est juste dans la prose, est très bien exprimé dans les photos d'Alain Bali, qui est un très grand photographe et que je remercie encore pour ces très belles photos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. On va les regarder. Sur nos pages Instagram. Alain Bali, oui. Je voulais faire un petit clin d'œil à lui parce que ça rejoint dans ces photos. Je pense qu'on voit bien ce dont on a parlé dans cette interview. On va on va publier sur notre page Facebook de Radio Rivage. Nous arrivons au terme de cette interview. Beaucoup d'émotions à vous avoir à nouveau à mon micro. Oui, beaucoup de joie. Beaucoup d'émotions et de joie à vous avoir. Devenez une fidèle de Radio Rivage pour nos auditeurs qui seront enthousiastes comme la dernière fois. Je vous remercie beaucoup, Maud, de nous avoir accordé du temps lors de votre passage à Paris pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Merci Daniel. Merci. Ça a été un bonheur d'échanger avec vous. Écoutez, un bonheur renouvelé, mais vous nous donnerez des nouvelles de Djuna Barnes, cette romancière américaine, sur laquelle vous travaillez. Alors il faut que je le fasse absolument. Là, vous avez acté à notre micro. Nous en avons la preuve. Vous viendrez nous en faire l'exclusivité. Vous allez écrire cette pièce de théâtre et vraiment, personnage extraordinaire qui nous plaît déjà beaucoup au sein de l'équipe de Radio Rivage. N'est-ce pas? Elle est incroyable cette femme. Oui. On a eu aussi nous le coup de foudre. Je ne la connaissais pas. Chers auditeurs, devant la richesse de l'interview de Maud Bonani, nous avons en fait effectué deux interviews afin de permettre à Maud Bonani de nous parler des retours de la pièce The Incident. Bon, ça rencontre bien sûr avec le public, mais aussi avec une écrivaine qui est venue voir la pièce et dont elle voulait nous parler. Chère Maud Bonani, racontez à nos auditeurs cette visite. Oui, alors j'ai eu le bonheur d'avoir l'écrivaine Martine Couralet-Lingue dans le public à la dernière représentation de la pièce. Et je voulais parler d'elle parce qu'elle a beaucoup aimé cette pièce et c'est un bonheur de savoir qu'une écrivain comme elle a beaucoup aimé surtout l'écriture de la pièce. Elle a dit que c'était un sujet très intéressant. Oui. Et Martine qui en ce moment explose avec son livre, qui a beaucoup de succès. Elle a publié un livre qui s'appelle Dreamland sur la vie à Los Angeles. Donc, nous avons beaucoup de points en commun parce que Martine est française, expatriée à Los Angeles, et elle a écrit un fabuleux livre sur son expérience à Los Angeles. Ça s'appelle Dreamland. D'accord. Et la pièce étant une pièce qui se déroule en Arménie, qui a été traduite en anglais. Nous sommes françaises, ça fait encore un patchwork international très intéressant. Et c'est toujours très enrichissant de voir des gens d'autres cultures venir voir quelque chose qui n'est pas identitaire, qui est un mélange de cultures. Et échanger avec Martine, ça a été du gâteau, voilà. Oui, en fait, c'est un passage des arts, des rencontres qui permettent, encore une fois, de s'ouvrir à plusieurs supports aussi de communication. Tout à fait.
Tout à fait, Daniel. Ça fait vivre un spectacle. C'est très très intéressant effectivement d'avoir plusieurs artistes, que ce soit l'écriture, le cinéma, le théâtre, les acteurs qui parlent d'un projet et qui permettent aussi de mettre en perspective pour le public aussi, qui peut découvrir finalement une pièce à travers un livre à travers une pièce, et puis la belle ville de Los Angeles. Absolument, absolument. C'est beaucoup de joie. C'est beaucoup de portes qui s'ouvrent, de conversations qui naissent. C'est vraiment le bonheur de l'international, en fait. Oui. Ces échanges, oui. Oui, ça permet aussi de toucher beaucoup de publics. Ah, absolument. Et ça, c'est important, vous voyez, les supports, bien sûr, mais également, l'écriture, les livres. On voit que finalement, tout s'ouvre et ça permet encore une fois de rendre un spectacle vivant et puis pérenne. Tout à fait, pérenne. Oui, donc, beaucoup de couleurs et de partage, ça ce n'est pas rien. Écoutez, merci beaucoup, chère Maud Bonanni, de nous communiquer beaucoup de joie et puis de partage, d'expérience et puis aussi de créativité. Hein, c'est le mot aussi qu'il faut prononcer aujourd'hui. Absolument, mais écoutez, je vais continuer à m'inspirer. Ah oui, c'est clair. À m'inspirer de la vie qui se déroule autour de moi. Tout est tellement fascinant. En fait, on peut écrire sur tout et on peut jouer de tout. Donc, je vais essayer de continuer à capter des plus petites choses aux plus grandes qui passent devant moi. Comme je bouge beaucoup, je suis toujours en mouvement. Oui, j'envoie des choses. C'est une chance. Et j'espère vous le rendre de façon poétique et créative. Mais on n'a pas de doute, parce qu'en fait, d'histoires particulières, on touche aussi à l'universel. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est très intéressant. C'est un thème dans ma vie quand même que c'est l'universalité qui compte. En fait, pour moi, par exemple, il y a vraiment pas des races sur cette terre. Nous sommes la race humaine. Et j'aimerais bien continuer à travailler avec des gens qui croient en ça et qui veulent se battre pour rappeler à la terre entière que nous sommes une même race et nous sommes beaucoup plus proches les uns des autres que ce qu'on peut penser. Oui, on ressent bien au micro de Radio Rivage aussi l'importance pour vous d'être comprise. Absolument. Tout en, par exemple, je suis polyglotte, donc tout en mettant une importance profonde au fait que chaque pays a des codes, chaque pays a des langues, et j'essaie toujours de parler au mieux chaque langue et d'essayer de comprendre au mieux. Et quand j'arrive dans un endroit, je veux comprendre les codes et avec du respect et me mêler à la nouveauté qui n'est pas la mienne. Mm-hmm. Donc, j'essaye d'être respectueuse au maximum des différences des autres, tout en ayant un thème dans la tête que j'essaye, dans mes voyages, j'essaye de toujours exprimer le lien qui, au-delà de toutes nos différences, nous lie. Et je pense que le théâtre et le cinéma est là aussi pour nous rappeler cela. Et ça me fait vibrer, ça me fait vivre, ça me donne envie de me lever le matin. Oui, et puis les voyages aussi, Maud Bonanni, c'est des sources d'inspiration. Oui, c'est des sources d'inspiration, de renouvellement et de redimensionnement, si je peux juste le dire ça, je sais pas si... on redimensionne tout, on relativise beaucoup. Oui, sans doute. Et ça nous aide aussi à retourner dans des endroits et ça épure. Mm-hmm. On prend tout ce qu'il y a de mieux, en fait, quand le temps est court et on sait qu'on est dans un lieu que 3 semaines, eh bien, on va pas passer son temps à critiquer, on va plutôt prendre tout ce qu'il y a de merveilleux dans ce lieu, et je vous assure qu'il y a du merveilleux partout dans ce monde. Comme il y a des choses horribles partout, oui, bien sûr. En fait, on se rend compte qu'il y a Donc, et on a tellement encore à apprendre des uns des autres, et merci pour
pour être venu vers moi. Merci à vous d'être venu à nous aussi. Poésie, sagesse, résilience, créativité, c'est tout ça et c'est aussi beaucoup d'autres choses avec Maud Bonanni aujourd'hui sur Radio Rivage qui a prolongé notre plaisir de l'entendre parce qu'elle a une voix aussi radiophonique. Je ne sais pas si elle le sait. Mais écoutez, merci beaucoup. Je ne le savais pas, mais je le sais maintenant. Eh ben, voyez, vous pourrez peut-être explorer, voyez, le monde de la radio, devenir chroniqueuse, qui sait, vous qui aimez ne pas être enfermé dans des cases, et on le comprend, Absolument, pourquoi pas, je suis ouverte à ça aussi. Merci à vous, chère Maud Bonanni. À très vite à Paris, à Los Angeles, où vous serez, vous avez nos coordonnées sur Radio Rivage, et puis on va être attentif aussi à ce projet-là qui nous passionne, hein, l'équipe de Djuna Barnes, cette romancière Djuna Barnes, vous vous rendez compte, romancière américaine. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, ça a été avec une immense joie. Oui, écoutez, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions quand vous nous parlez des choses qui comptent pour vous et qui finalement finissent par compter pour nous. Oui. Tout à fait. Ah, c'est le but. C'est le but de tout artiste. À très vite, chère Maud. Il me reste à remercier Marie-Noël, Caroline et Fabrice qui m'ont aidé tous les trois à préparer cette interview. Merci à tous les trois. Je remercie bien sûr Bertrand pour le son, la technique, le montage qui m'assiste à chacune de mes émissions. Chère Maud Bonanni, à très vite. Merci. À très vite, Daniel. Je vous remercie beaucoup et merci à toute l'équipe. Mais merci pour eux et merci pour cette interview pleine de lumière, de joie et qui nous booste aussi, nous, à ne pas nous enfermer à Radio Rivage dans des cases, à faire comme Maud Bonanni, de fuir les étiquettes, d'accepter nos contradictions. Vous voyez, les liens se restaurent et chacun, nous pouvons travailler sur la résilience. À très vite, chère Maud. Merci encore. À très vite, Daniel. Merci à vous. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.